Imaginez ceci, un homme qui serait plus riche que certains des footballeurs belges les plus emblématiques. Un homme qui, selon la justice, aurait fait circuler des dizaines de milliers de kilos de cocaïne à travers l'Europe. Un homme qui a gagné des millions et mené une vie de luxe à Dubaï. Et pourtant, pendant des années, il n'a jamais été réellement condamné. Jusqu'à ce qu'apparaisse soudainement une vidéo d'un homme affirmant parler au nom du tristement célèbre cartel de Sinaloa, dans laquelle il sommait ouvertement Othman de régler sa dette, ou d'en subir les conséquences. Ce n'est pas un film, ni une fiction. C'est l'histoire folle d'Othman El-B Othman, est né en 1986 à Borgerhout, un quartier multiculturel d'Anvers. Borgerhout est connu comme un endroit où les cultures se rencontrent, mais aussi comme un quartier où la pauvreté et la criminalité vont souvent de pair. Pour de nombreux jeunes du quartier, les tentations du monde souterrain se trouvaient littéralement au coin de la rue. Et à Anvers, cela signifiait généralement une seule chose, le port. Le port d'Anvers est l'un des plus grands d'Europe, une immense plaque tournante où des millions de conteneurs arrivent chaque année. Officiellement remplis de bananes, de café, de vêtements ou de cuir. Mais tout le monde savait qu'il y avait aussi d'autres cargaisons, de la cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. Pour les jeunes sans perspective, c'était un secret de polichinelle. Si tu étais prêt à prendre des risques, tu pouvais gagner en une nuit ce que d'autres gagnaient en une année entière. Othman, lui aussi, fut très jeune fasciné par le port. Il a commencé, comme beaucoup d'autres, par faire des huit-haleines, extraire des paquets de cocaïne des conteneurs pour le compte de commanditaires. C'était un travail risqué, contrôle de police, groupes rivaux et danger constant d'être attrapé. La plupart des jeunes qui faisaient ce travail étaient considérés comme des pions, des soldats jetables. Ils touchaient tout au plus quelques milliers d'euros par mission, alors que la drogue qu'ils extrayaient valait des millions. Pour beaucoup de jeunes, cela suffisait. Mais Othman voyait plus grand. Il comprit que le pouvoir n'appartenait pas à ceux qui ouvraient les conteneurs, mais à ceux qui décidaient de ce qu'il adviendrait de la cargaison. Il fit un choix radical, il ne voulait plus être payé en argent, mais en produits. Cela signifiait qu'il recevait de la cocaïne au prix d'Amérique du Sud, souvent entre 2000 et 4000 euros le kilo. Une fois la cargaison arrivée à Anvers, sa valeur grimpait en flèche jusqu'à environ 25 000 euros le kilo, ce fut un coup de maître. Grâce à cette construction ingénieuse, il bâtit son propre réseau. Il n'avait plus besoin d'aller lui-même ouvrir des conteneurs la nuit. Il avait des hommes pour le faire. Et comme il recevait du produit, ses marges restaient gigantesques. En très peu de temps, il devint extrêmement riche. Sa réputation grandit rapidement. Alors que d'autres dilapidèrent leur argent dans des voitures de luxe et des vêtements de marque, Othman investissait dans la construction d'un véritable empire. Il était vu comme quelqu'un non seulement de téméraire, mais surtout d'intelligent sur le plan des affaires. Et cela le rendait bien plus dangereux que la plupart de ses contemporains. Selon le bourgmestre d'Anvers, Bart de Wever, il était même plus riche que Kevin De Bruyne et Eden Hazard réunis. Certains estimèrent sa fortune à plus d'1 milliard d'euros, du jamais vu pour quelqu'un qui officiellement ne possédait rien. Mais plus on monte, plus le risque est grand. Vers 2015, Othman commença à attirer de plus en plus l'attention de la police belge. Pour lui, c'était le moment de partir. Il choisit Dubaï comme nouvelle base, un choix stratégique. Dubaï était connu comme une ville où les criminels pouvaient se cacher dans le luxe et l'anonymat. De plus, l'extradition vers l'Europe y était souvent compliquée. À Dubaï, Othman vivait comme un homme d'affaires. Il investissait des millions dans l'immobilier. Une grande fuite de données en 2018, connue sous le nom de base Dubai Unlocked, révéla qu'il possédait au moins 11 propriétés d'une valeur totale de 8,5 millions de dollars. Des villas luxueuses à Rehem, des appartements à Discovery Gardens et même une unité dans la prestigieuse Address Residence Skyview, l'un des gratte-ciel les plus emblématiques de Dubaï. Il aurait perçu au moins 360 000 euros de revenus locatifs. Officiellement, il affirmait avoir fait fortune grâce au commerce de montres, à l'immobilier et à la bourse. Mais pour les autorités, il restait un acteur clé du trafic européen de cocaïne. Des rapports de sanctions américains indiquaient même qu'il utilisait des flux financiers internationaux via la Chine pour blanchir ses profits. Puis, en novembre 2016, le destin frappa sa famille. Son jeune frère Younes fut enlevé après une séance de sport chez Basic Fit à Anvers par 4 hommes qui l'ont forcé à monter dans une camionnette. Othman reçut un appel. Les ravisseurs exigeaient plusieurs millions d'euros de rançon,
Selon lui, le responsable n'était autre que Hussein Haït S, un poids lourd de la Mokro Mafia. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut savoir ce que signifiait la guerre des Mokros. Cette guerre débuta vers 2012, lorsqu'une énorme cargaison de cocaïne disparut dans le port d'Anvers. Plusieurs groupes criminels se blâmèrent mutuellement et s'ensuivit une vague de liquidations, de représailles et d'attentats. Des noms comme Gwenet Marta, Benaouf A et plus tard Ridouan Taghi devinrent synonymes de violence brutale. Le fait qu'Othman ait mentionné le nom de Hussein le plaça au cœur de cette guerre, qu'il le veuille ou non. La police insista pour qu'Othman paye. « Tu vas vraiment laisser tomber ton petit frère ?» lui demandèrent-ils. Mais Osman refusa. Il affirma qu'il ne paierait jamais de rançon, pas même €1. Et pourtant, après 37 jours, Younes réussit soi-disant à s'échapper lui-même, en forçant ses menottes et en descendant par des draps. Cela ressemblait à un film hollywoodien. D'autres prétendirent qu'une rançon de plusieurs millions avait bel et bien été payée en argent, en or ou en cocaïne. La vérité resta dans l'ombre, mais le message était clair, Othman s'était fait des ennemis, non seulement en Belgique mais aussi bien au-delà. La police belge ne lâcha rien. En 2021 et 2022, elle intercepta 3 énormes cargaisons de cocaïne. Près de 16 000 kilos à Hambourg, 11 000 kilos à Anvers et encore 8 000 kilos également à Anvers. Ensemble, elles représentaient une valeur de plusieurs milliards d'euros. Et grâce aux messages cryptés de Sky ECC, elles purent être reliées à Osman. Sky ECC fut pendant des années la plateforme de communication de l'ombre. Les criminels pensaient que le système était inviolable. Ils parlaient librement de leurs affaires, de leurs transports et de leurs flux d'argent. Mais en 2021, la police réussit à le pirater. Ce fut un tremblement de terre. Des dizaines de milliers de messages furent révélés et d'innombrables criminels arrêtés. Le fait qu'on retrouve aussi le nom d'Othman, sous le pseudonyme de Big Brother, fut un coup dur pour sa réputation. Dans l'un de ces messages, il était même question d'un deal d'une valeur de 275 millions d'euros, rien que pour une cargaison. En septembre 2024, il fut condamné par contumace à 7 ans de prison et à une lourde amende pour l'importation de 840 kilos de cocaïne. Mais Othman restait hors d'atteinte, à l'abri à Dubaï. En mars 2023, la justice belge décida qu'il était temps d'agir. Elle requit 9 ans de prison contre Othman et 8 ans contre ses frères. Les messages de Sky ECC, dans lesquels on parlait librement de millions d'euros et de cargaisons géantes, constituaient le cœur des preuves. Pourtant, Othman continua de nier. Selon lui, il n'existait aucune preuve concrète justifiant une condamnation, mais la justice n'était pas son seul problème. Début 2023, sa famille fut frappée par une tragédie qui choqua toute la Belgique. À Merksem, des coups de feu furent tirés sur la maison de membres de sa famille. Derrière la porte du garage se trouvait un salon improvisé. Plusieurs membres de la famille y étaient assis, dont des enfants. L'une des balles toucha sa nièce de 11 ans, Firdaous. Elle mourut plus tard à l'hôpital. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Une enfant innocente, victime d'une guerre qu'elle ne comprenait pas. Pour beaucoup, c'était la preuve que la guerre de la drogue à Anvers avait totalement dérapé. Osman réagit publiquement. La main sur le cœur, je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à ma nièce. Je continuerai à chercher jusqu'à trouver le lâche qui a fait ça. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les États-Unis entrèrent aussi en scène. En juillet 2023, ils placèrent Othman, ses frères et un complice sur la liste des sanctions du département du Trésor américain. Cela signifiait que tous leurs biens ayant un lien avec les États-Unis pouvaient être gelés ou saisis. Ce fut un coup dur. Mais encore une fois, Othman réagit avec calme. « Tu crois que j'ai quelque chose à mon nom ?» Les sanctions mentionnaient également le rôle du clan El Balouti à Anvers, tenu pour responsable, avec d'autres clans marocains, d'un trafic à grande échelle et de l'orchestration de violences dans la ville. Le coup le plus dur restait à venir. Peu après les sanctions américaines, une vidéo fit le tour du monde. Un homme, affirmant parler au nom d'Ismael El Mayo Zambada, le légendaire chef du cartel mexicain de Sinaloa, s'adressa directement à Othman. Son visage n'était pas flouté, sa voix clairement audible. Il exigeait qu'Othman règle ses dettes. « Las deudas son deudas de honor », dit-il, « les dettes sont des dettes d'honneur ». C'était un moment sans précédent. Rarement un membre du cartel de Sinaloa s'était adressé aussi ouvertement et directement à quelqu'un en dehors de l'Amérique latine.
Cela montrait clairement qu'Othman n'avait pas seulement des problèmes avec la justice belge, mais aussi avec l'une des organisations criminelles les plus puissantes du monde. Pourtant, il restait libre. Depuis Dubaï, où l'extradition demeurait incertaine, il vivait dans le luxe. Mais en décembre 2024, la situation changea. Après des mois de coopération internationale entre la police de Dubaï, Interpol et la justice belge, il fut arrêté. En juillet 2025, il fut finalement extradé vers la Belgique, en même temps que deux autres gros suspects, Giorgi Faes et Mathias Akiazili. Le traité d'extradition signé en 2021 entre la Belgique et les Émirats arabes unis rendit cela possible. Son transfert se déroula avec une précision militaire. Un avion spécial, des escortes lourdement armées et un transfert direct vers une prison de haute sécurité. Et ainsi, son histoire atteint un tournant. Est-il un stratège de génie, un homme d'affaires sachant toujours échapper à la justice, ou un grand criminel, architecte d'une industrie de milliards bâtie sur la drogue, la violence et la peur? Son procès apportera peut-être enfin des réponses. Mais une chose est sûre, son nom restera gravé dans les chroniques du monde souterrain européen.